Le 10 octobre 2025, un chiffre tombe. 0 litre d'eau étrangère. Ibrahim Traoré ordonne la fermeture totale du fleuve Sahel, rompant 50 ans de dépendance et déclenchant pénurie, sanctions et ferveur. Que gagne-t-on quand la liberté coûte la soif? Avec Ibrahim Traoré. Dans les heures de Mina qui suivent, les chancelleries dénoncent une provocation. Les marchés gèlent les investissements et à Ouagadougou, la foule applaudit, persuadée d'assister à une ligne de partage historique où l'eau devient un enjeu politique total pour un pays enclavé qui doit désormais réapprendre à gérer seul ses pompes, ses barrages et ses données. Ce récit ne se contente pas de raconter une fermeture de vanne. Il montre comment une décision transforme l'eau en symbole politique et en test de survie nationale. Pour que l'écoute reste claire, il faut comprendre les coûts réels, en mots simples. Derrière l'annonce, il y a un pari double, mesurable et douloureux. Préserver une dignité revendiquée tout en affrontant la pénurie, les sanctions financières et le doute interne. Les institutions étrangères offraient une stabilité technique, la rupture impose l'improvisation, la discipline et une mobilisation collective qui peut aussi se fissurer. Ce qui tient l'histoire, ce n'est pas seulement le geste d'Ibrahim Traoré, mais la mécanique qui suit, crédit suspendu, consultant retiré, file d'attente, rationnement, puis apprentissage. À chaque étape, une question revient, nette, tranchante. La liberté vaut-elle le coût de la soif? Et si la réponse change selon qu'on regarde l'État, l'entreprise, le village ou la région, alors l'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il devient un précédent, un miroir et une méthode. La révélation tient dans un document oublié et un chiffre précis. Un contrat colonial signé en 1947, accordant pour 99 ans la gestion du fleuve Sahel à une société européenne, liait encore l'hydraulique du Burkina Faso à des intérêts extérieurs, lorsque Ibrahim Traoré en découvre le contenu. Ce texte, rédigé dans une langue étrangère, ne se limitait pas à l'exploitation technique. Il encadrait les barrages, les pompes, les données météorologiques, les volumes d'irrigation et jusqu'aux droits de pompage, transformant l'eau en infrastructure juridiquement capturée. Ce qui apparaissait comme un héritage administratif se révèle alors être un piège légal, verrouillant toute décision souveraine sans aval extérieur. Pour Ibrahim Traoré, la fermeture du fleuve ne signifie donc pas couper l'eau, mais rompre un code ancien qui survivait à l'indépendance politique. Le contexte régional rend ce choix encore plus lourd. Le Burkina Faso est enclavé, dépendant de corridors énergétiques et hydriques transfrontaliers et soumis à des équilibres diplomatiques fragiles. Renoncer à la stabilité fournie par des institutions étrangères, c'est accepter une phase d'incertitude où chaque pénurie devient visible, chaque panne mesurable, chaque goutte symbolique. Pourtant, dans les cercles du pouvoir, la lecture est différente. Les audits internes montrent que même les chiffres de la pluie et les relevés hydrologiques échappaient au contrôle national, empêchant toute planification autonome. La décision mûrit lentement, nourrie par des semaines de lecture, de consultation et de calcul de risque. Fermer le fleuve Sahel revient à tracer une ligne historique. Accepter une douleur immédiate pour tester une indépendance réelle. Lorsque l'annonce tombe le 10 octobre 2025, la stupeur parcourt la région. Les chancelleries parlent de provocation. Les marchés anticipent une crise, tandis qu'à Ouagadougou, beaucoup y voient une renaissance. À partir de ce moment, l'eau cesse d'être une donnée naturelle et devient un enjeu politique total, observé bien au-delà des frontières. Autour de la décision, un visage discret émerge, loin des tribunes politiques. Le capitaine Kaboré, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, devient l'un des pivots silencieux de la transition. À la tête d'une cellule technique réunissant hydrologues, ingénieurs civils et militaires, il travaille jour et nuit dans une salle du ministère des Ressources hydrauliques, transformée en centre de crise. Leur mission est claire, faire fonctionner, coûte que coûte, un système privé de ses anciens superviseurs étrangers. En moins de 2 semaines, l'équipe remet en service 10 stations locales de pompage abandonnées depuis plus d'une décennie. Dans les villages riverains, les habitants découvrent qu'ils peuvent actionner les installations sans validation extérieure. Ce moment marque un basculement psychologique autant que technique. L'autonomie se diffuse plus vite que l'eau elle-même, portée par un sentiment nouveau, la capacité d'agir par soi-même.
Mais l'impact immédiat reste brutal. Les coupures d'électricité réduisent la pression dans les canalisations, les files d'attente s'allongent et les premières tensions apparaissent. Les institutions financières suspendent leurs crédits, les partenaires occidentaux retirent leurs consultants. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches d'Ibrahim Traoré se multiplient, parfois accompagnées d'un mot unique, dignité. Cette phase initiale révèle une réalité centrale. Là où les experts anticipent l'effondrement, la société expérimente une adaptation accélérée, fragile, improvisée, mais collective. Le fleuve cesse d'être un simple flux, il devient un test quotidien de cohésion nationale, dont les effets se feront sentir bien au-delà des premiers jours. Tout commence à l'aube par un décret bref et sans mise en scène. Les vannes du fleuve Sahel sont fermées, les ingénieurs exécutent l'ordre sans délai et les alarmes des stations automatiques s'allument presque simultanément. En quelques heures, l'eau cesse de s'écouler vers les conduites contrôlées de l'extérieur. Les pompes s'arrêtent net, l'information se propage rapidement des administrations au village, comme une onde qui ne peut plus être contenue. Pour Ibrahim Traoré, l'acte n'est pas improvisé, mais assumé jusqu'à ses conséquences immédiates. La montée en tension est rapide. Les réseaux diplomatiques s'activent, les ambassades multiplient les appels et les chaînes internationales parlent de sabotage. Les marchés anticipent une instabilité prolongée. Ibrahim Traoré reste silencieux, lit les rapports, observe les premiers indicateurs. Autour de lui, les conseillers évaluent les scénarios de rupture. Le Fonds monétaire international gèle 400 millions de dollars de prêts. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération. Les États-Unis publient un communiqué sévère, évoquant une décision aux effets régionaux imprévisibles. Sur le terrain, le choc devient concret. À Bobo-Dioulasso, la pression chute dans les canalisations. Les agriculteurs ferment leurs vannes d'irrigation pour préserver le peu d'eau disponible. Les transporteurs réduisent leur trajet faute de carburant. En 48 heures, le prix du carburant grimpe de 15%, affectant la chaîne logistique et les denrées alimentaires. Les hôpitaux rationnent l'eau, les écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité et certaines usines tournent au ralenti. Le troisième jour marque le point culminant. Le soir, Ibrahim Traoré réunit son cabinet en session de crise. Chaque ministre expose pertes, besoins et options. Un plan d'urgence est adopté. Prioriser les zones rurales, restaurer les pompes locales, former des équipes mixtes d'ingénieurs et de soldats pour sécuriser barrages et bassins. À l'extérieur, la pression augmente. Des sociétés étrangères menacent de poursuites internationales. Des diplomates proposent une médiation. La réponse reste ferme. La souveraineté ne se négocie pas. Puis viennent les répliques. Le rationnement devient routine, mais la peur du chaos recule peu à peu. Des comités villageois s'organisent pour gérer la distribution. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations laissées à l'abandon. La rupture initiale se transforme en apprentissage collectif. Le fleuve, jadis symbole de dépendance, devient une école d'autonomie. À ce stade, le pari d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement politique. Il engage la capacité du pays à tenir dans la durée, au-delà du choc. Avant la fermeture, l'électricité hydraulique suivait une trajectoire stable. Après, la courbe décroche nettement. Les premiers rapports nationaux indiquent une baisse de 18% de la production électrique liée à la réduction du débit vers les barrages. On peut l'entendre ainsi, perte immédiate, mais marge d'ajustement interne encore disponible. Cette chute résume un choc systémique. Moins d'énergie signifie moins d'eau pompée, moins d'irrigation et une pression accrue sur chaque service public. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas niais. Ils servent de ligne de base pour mesurer la capacité d'adaptation. Deuxième indicateur, plus diffus, mais socialement plus sensible, l'agriculture irriguée. Les cultures dépendantes de l'eau représentent près d'un tiers de l'activité économique. Après la décision, elle recule de 15 à 20% selon les provinces. On peut l'entendre ainsi, contraction transitoire concentrée sur les zones les plus dépendantes. Derrière ce pourcentage, il y a des champs laissés en jachère, des récoltes reportées et des marchés locaux désorganisés. Pourtant, la lecture interne diffère de celle des marchés. Les ingénieurs observent une substitution progressive, diversification des cultures, réduction des surfaces irriguées intensives et réhabilitation de techniques locales moins consommatrices d'eau. Troisième mesure, contre-intuitive,
concerne l'emploi public. Alors que des multinationales suspendent leurs projets, l'État crée 2000 postes dédiés à la gestion locale de l'eau. On peut l'entendre ainsi: perte d'expertise externe compensée par montée rapide de compétences nationales. Ces recrutements ne gomment pas les pénuries, mais ils changent la structure du système. Des techniciens formés en urgence remplacent les anciens superviseurs étrangers. En quelques mois, la capacité nationale de pilotage hydraulique double, réduisant la dépendance opérationnelle, même si la contrainte matérielle demeure. Ces trois chiffres dessinent une dynamique commune. À court terme, la décision provoque une contraction mesurable. À moyen terme, elle déclenche un apprentissage accéléré. Le gel des financements internationaux, souvent cité comme preuve d'échec, agit aussi comme un révélateur. Privé de liquidité, le pays réoriente ses priorités, mobilise des fonds régionaux et mutualise équipements et données avec des voisins solidaires. Les économistes parlent d'un effet miroir: ce qui est perdu en flux financiers est partiellement regagné en cohésion et en maîtrise. Ibrahim Traoré présente ses résultats lors d'une allocution radiodiffusée sans triomphalisme. Il insiste sur la méthode plutôt que sur l'idéologie. Chaque indicateur devient un outil d'apprentissage, chaque perte un signal d'ajustement. 1 an plus tôt, ces courbes auraient signifié une crise incontrôlable. Désormais, elles racontent une mutation en cours. Le pays ne se mesure plus seulement à son confort immédiat, mais à sa capacité à transformer une contrainte en compétence durable. La question n'est donc pas de savoir si le choc est réel, il l'est. L'enjeu est de déterminer s'il produit, avec le temps, un nouvel équilibre viable. Deux interprétations solides s'affrontent depuis la fermeture du fleuve Sahel et aucune ne peut être écartée d'un revers de main. La première, portée par des économistes africains et des soutiens du gouvernement, considère la décision d'Ibrahim Traoré comme un tournant nécessaire. Selon eux, la dépendance, même encadrée par des partenariats, reste une forme de contrôle différé. Rompre avec elle implique un coût initial élevé, mais ce coût serait le prix d'une autonomie future. Les sanctions, dans cette lecture, ne sont pas des preuves d'erreur, mais des réactions prévisibles à une remise en cause d'un ordre établi. Ils soulignent que l'apprentissage institutionnel, bien que douloureux, crée des capacités internes durables que l'assistance externe n'a jamais réellement transférées. La seconde lecture, défendue par des diplomates et des experts régionaux plus prudents, insiste sur les risques structurels. Fermer le fleuve, affirme-t-il, revient à rompre brutalement des chaînes d'approvisionnement vitales pour un pays enclavé. Sans infrastructures robustes et sans réserves financières suffisantes, l'autonomie peut glisser vers l'isolement. Les chiffres de production, les pénuries temporaires et la fuite de certains capitaux sont cités comme signaux d'alerte. Pour ces analystes, la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit progressivement, sous peine de transformer un geste fondateur en autarcie coûteuse. Ibrahim Traoré ne rejette pas ces critiques. Dans les réunions internes, il évoque souvent le coût d'apprentissage d'un peuple libre. Les conseillers financiers suivent les indicateurs macroéconomiques jour après jour, observant une stabilisation lente après le choc initial. Le Fonds monétaire international lui-même reconnaît que la contraction du PIB pourrait être partiellement compensée par la montée en valeur des secteurs locaux d'ici 2 ans. Entre ces deux récits, héroïques et prudents, se dessine une réalité plus nuancée. La décision n'est ni un triomphe assuré, ni une erreur manifeste. C'est un pari à long terme où la souveraineté se teste dans la contrainte. Plus le temps passe, plus cette contrainte façonne un équilibre fragile entre fierté, résilience et lucidité politique. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue l'issue réelle du choix posé par Ibrahim Traoré. Au cœur de la crise, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré change la lecture des événements. Jusqu'alors, beaucoup voyaient une réaction brutale à un héritage contraignant. Or, dans une allocution mesurée, il révèle que la fermeture du fleuve Sahel s'inscrit dans un plan plus large, pensé bien avant l'annonce publique. L'objectif n'est pas seulement de rompre une dépendance, mais de transformer un choc en modèle reproductible. Les caméras montrent alors des réunions nocturnes à Ouagadougou. Autour de cartes hydrologiques, officiers et ingénieurs redessinent la géographie fonctionnelle du pays. Barrages secondaires, bassins locaux, réseaux solaires. Chaque élément est réévalué comme s'il fallait repartir de zéro.
Ce moment marque un basculement stratégique. La crise n'est plus subie, elle devient un levier de réorganisation. À l'extérieur, les voisins observent attentivement. Au Mali et au Niger, des discussions émergent sur une gestion régionale concertée. Ce que les chancelleries qualifient de crise hydraulique, Ibrahim Traoré le nomme réveil de souveraineté. Le fleuve cesse d'être un problème national pour devenir un précédent continental. Cette révélation modifie l'équation. La question n'est plus seulement de savoir si le pays tiendra. Elle devient, ce choix peut-il inspirer d'autres trajectoires au-delà de ses frontières immédiates? Les conséquences de la décision se mesurent désormais sur des plans concrets, distincts mais imbriqués. Pour l'État d'abord, la rupture agit comme un accélérateur institutionnel. Privée d'assistance technique étrangère, l'administration burkinabé recentralise et valorise les compétences locales. Le ministère des Ressources hydrauliques crée des cellules provinciales chargées de surveiller barrages et bassins, d'établir un cadastre hydrique et de collecter des données auparavant externalisées. Des rapports internes évoquent une hausse de 40% de la réactivité administrative. Pour Ibrahim Traoré, cet indicateur confirme que la contrainte peut renforcer la capacité de pilotage public, même dans un contexte de pénurie. Du côté des entreprises, l'impact est plus contrasté. Les groupes étrangers se retirent ou suspendent leurs opérations, laissant un vide immédiat. Mais ce vide devient un espace d'expérimentation. Des coopératives agricoles locales réinvestissent les zones riveraines, financées par des capitaux nationaux. Elles adoptent des pompes solaires et des systèmes d'irrigation simplifiés. Après 6 mois, la production agricole atteint environ 80% du niveau d'avant-crise. Cette reprise partielle ne compense pas toutes les pertes, mais elle modifie la structure du secteur privé, désormais plus endogène et moins dépendante de chaînes externes. Pour la population, la transformation est d'abord vécue dans le quotidien, les coupures d'eau rythment encore les journées, les files d'attente persistent et les efforts restent constants. Pourtant, la perception évolue. Dans plusieurs villages, des comités de gestion distribuent l'eau selon des quotas jugés plus équitables. Les femmes, souvent responsables de l'approvisionnement domestique, acquièrent un rôle décisionnel nouveau. Des sondages internes mentionnent une hausse de 22% du sentiment de fierté nationale. Ibrahim Traoré interprète cette donnée comme un gain culturel. Transformer une pénurie en expérience collective de responsabilité. À l'échelle régionale enfin, les effets dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des débats s'ouvrent sur la révision de contrats de concession similaires. Des discussions explorent la création d'une alliance hydraulique du Sahel fondée sur le partage de données et la gestion conjointe des flux. Les chancelleries occidentales évoquent un risque de contagion politique. Les analystes parlent d'un déplacement durable de l'équilibre d'influence. Ces 4 lectures convergent vers une même conclusion provisoire. Les pertes économiques sont réelles, mesurables, parfois sévères. Les gains symboliques et institutionnels le sont aussi. Ce qui semblait un acte isolé devient une stratégie de réappropriation progressive. À ce stade, la décision d'Ibrahim Traoré ne se juge plus seulement à ses coûts immédiats, mais à sa capacité à redéfinir les rapports entre État, économie, société et région sur le moyen terme. À moyen terme, l'avenir du Burkina Faso après la fermeture du fleuve Sahel se décline en 3 trajectoires plausibles, aucune n'étant écrite d'avance. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation prudente. Dans les 6 à 12 prochains mois, les coopératives agricoles consolident la gestion locale, les infrastructures endommagées sont réparées progressivement et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent des flux hydriques partagés limités mais réguliers. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à des mécanismes de solidarité continentale. La croissance reste faible, estimée entre 1 et 1,5%, tandis que la confiance institutionnelle s'améliore lentement. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré consolide un modèle austère fondé sur la discipline et la continuité. Le second scénario, plus optimiste, suppose une accélération des effets d'apprentissage. Les efforts de réorganisation portent leurs fruits plus vite que prévu.
De nouveaux barrages secondaires alimentés par l'énergie solaire entrent en service, permettant une indépendance énergétique partielle dès le 9e mois. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par un accord trilatéral de coopération hydraulique. Des investisseurs africains, séduits par la résilience démontrée, financent des projets locaux. Le produit intérieur brut rebondit de 3 à 4%, signalant que la rupture initiale a créé une base pour une croissance endogène. Dans ce cas, le Burkina Faso devient une référence continentale en matière d'autonomie hydrique. Le troisième scénario est plus sombre. Les pressions extérieures s'intensifient, les sanctions se durcissent et les récoltes échouent partiellement. L'inflation s'accélère, le pouvoir d'achat recule et des tensions sociales apparaissent. Les réserves monétaires diminuent et la dépendance régionale remplace la dépendance occidentale sans véritable gain de souveraineté. La fermeture du fleuve serait alors perçue comme une rupture prématurée, plus symbolique que structurante. Entre ces horizons, Ibrahim Traoré doit arbitrer en permanence entre conviction et pragmatisme. L'enjeu n'est plus de prouver qu'il avait raison, mais de transformer un acte politique radical en modèle économique viable. La trajectoire finale dépendra moins du geste initial que de la persévérance méthodique dans sa mise en œuvre. Au-delà des chiffres et des scénarios, la crise du fleuve Sahel se lie dans les trajectoires humaines qu'elle a déclenchées. Les premiers concernés sont les cultivateurs. Dans les plaines du Nord, ils subissent de plein fouet la réduction de l'irrigation. Beaucoup apprennent à stocker chaque goutte, à modifier leur cycle de culture, à coopérer avec leurs voisins. Les anciens, souvent sceptiques au départ, reconnaissent même progressivement que la décision d'Ibrahim Traoré a réveillé une fierté collective longtemps enfouie. Le geste politique se transforme ainsi en expérience quotidienne d'adaptation. La jeunesse urbaine joue un rôle différent mais tout aussi central. À Ouagadougou, les étudiants et jeunes diplômés transforment la contrainte en défi intellectuel. Des collectifs d'innovation émergent dans les universités, imaginant des solutions de filtration, de récupération et de gestion intelligente de l'eau. Pour eux, la fermeture du fleuve n'est pas seulement une perte, mais un laboratoire d'idées. Ibrahim Traoré devient, dans ce regard générationnel, le symbole d'une résistance créative qui rompt avec la résignation. Un troisième groupe observe la crise à distance, la diaspora africaine. Depuis Dakar, Bamako ou Paris, elle suit les événements avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Certains envoient des fonds, d'autres organisent des campagnes d'information ou de soutien technique. Tous s'accordent sur un point. Ce moment appelle une réflexion collective sur la manière de transformer la peur en énergie constructive. Ces regards croisés montrent que l'impact de la décision dépasse largement le cadre national. Elle agit comme un révélateur de capacités latentes, mais aussi de vulnérabilité persistante. Pour chaque groupe, la question reste la même, intime et politique à la fois. Comment faire durer la dignité sans épuiser ceux qui la portent ? À mesure que l'émotion retombe, la question centrale devient opérationnelle. Comment transformer une décision symbolique en architecture durable ? Pour Ibrahim Traoré, la réponse prend la forme d'une feuille de route en plusieurs étapes, pensée pour être mesurable et ajustable. D'abord, il s'agit de reconstruire la compétence locale. Sous son impulsion, le gouvernement crée une Académie nationale de l'eau. En 6 mois, elle forme ingénieurs, techniciens et gestionnaires destinés à remplacer les experts étrangers. Chaque diplômé est affecté à un bassin précis, avec un objectif clair, autonomie opérationnelle complète à court terme. Cette approche vise moins l'excellence immédiate que la continuité du service. Ensuite, il s'agit de restaurer les infrastructures vitales. Les priorités concernent les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation. Les chantiers fonctionnent par cycle court, financés par un fonds interne alimenté par la taxation minière. Des comités citoyens contrôlent l'avancement, introduisant une logique de transparence inédite dans un secteur longtemps opaque. Puis, il s'agit de diversifier les sources. Le plan prévoit 40% d'alimentation solaire d'ici 1 an et des projets pilotes de désalinisation dans le nord du pays. L'objectif est de réduire de moitié la dépendance au fleuve Sahel avant 2027, sans créer une nouvelle vulnérabilité technologique. Enfin, il s'agit de consolider la coopération régionale. Le Burkina Faso signe un pacte de gestion conjointe avec le Mali et le Niger. Un observatoire commun partage données et alertes en temps réel. La souveraineté devient alors un projet partagé.
non une forteresse. Enfin, chaque trimestre, un rapport public mesure les progrès et ajuste les choix. Ibrahim Traoré résume cette logique simplement. L'indépendance ne se proclame pas, elle se vérifie par la méthode. Au bord du fleuve Sahel, le décor n'a rien de triomphal. Les mêmes ingénieurs qui avaient refermé les vannes se tiennent maintenant face à une eau revenue sous contrôle national. Ils n'observent pas une victoire, mais un recommencement. Les turbines réparées tournent lentement, les canalisations neuves sifflent, et les villages alentours reprennent souffle, sans illusion, mais sans résignation. Ibrahim Traoré vient inspecter les installations en silence. Il sait que la décision de 2025 ne sera pas jugée sur sa radicalité, mais sur ce qu'elle produit dans la durée. Autour de lui, les enfants jouent près des bassins, les femmes remplissent leurs seaux, les ouvriers reprennent un rythme normal. La crise a laissé des traces, mais aussi une fierté plus calme, plus dense, forgée dans l'effort quotidien. Le fleuve, autrefois symbole d'une dépendance invisible, devient un miroir collectif. Il ne raconte plus une tutelle subie, mais une responsabilité assumée. Ce changement de regard est peut-être l'effet le plus durable de la décision. Transformer une contrainte en capacité, une pénurie en apprentissage, une rupture en méthode. Dans cette scène ordinaire, sans discours ni drapeau, se joue l'essentiel. Le choix d'Ibrahim Traoré cesse d'être un événement pour devenir une trajectoire. Et c'est là, dans cette continuité silencieuse, que se mesure réellement la portée d'un acte présenté comme historique. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à ses rives. Ce que le Burkina Faso a engagé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, dépasse un débat technique ou une séquence politique. C'est une interrogation adressée à tout un continent. Chaque pays porte en lui une ressource comparable, un contrat ancien, une dépendance héritée et un choix différé entre confort immédiat et maîtrise progressive. Fermer le fleuve n'a pas été un refus de coopérer, mais une tentative de décider sans subir. L'exemple burkinabé rappelle que la souveraineté n'est ni l'isolement ni la rupture permanente. Elle est une responsabilité coûteuse, exigeante, qui se mesure dans la durée et dans la capacité à ajuster sans renier l'intention initiale. La question reste donc ouverte. Si un seul fleuve peut inverser un rapport de dépendance, que pourrait produire une réflexion collective, régionale, méthodique, sur d'autres ressources stratégiques ? Le geste d'Ibrahim Traoré invite moins à l'imitation qu'à la discussion lucide. À chacun désormais d'en tirer ses propres enseignements. Où se situent dans les lignes invisibles qui freinent l'autonomie ? Et surtout, comment les transformer sans céder ni à la peur du présent, ni à l'illusion des solutions faciles ?